Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour participer à ce webinaire qui est dédié à l'abattement de la taxe foncière pour les propriétés bâties. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire l'USH, donc l'Union sociale pour l'habitat. Donc Thierry Asselin, directeur des politiques urbaines et sociales. Céline Di Mercurio, responsable du département développement social des quartiers, inclusion numérique et innovation sociale. Et Pascal Loiseau, responsable du pôle fiscalité, ainsi que Benoît Gunsel, conseiller juridique. Nous avons aussi l'aimable participation donc, de la DGCL, donc la Direction générale des collectivités territoriales, donc Mathieu Blais, chef de bureau de la stratégie de la contractualisation et de l'évaluation, accompagné de Salomé Lusseau, qui est chargée de mission. Nous aurons, je pense, à distance, une intervention aussi de la DGFIP, donc Rémi Thomas Sénat, qui est responsable de la division animation de la mission fiscale au cadastre, et Anne-Cécile Millet. Et pour l'ANCT, donc Sabrina Abdi, directrice du programme Cadre de vie, logement, mobilité et tranquillité, accompagnée de Armel Forêt, chargée de projet, et Corinne Delamétrie, directrice générale déléguée à la politique de la ville. Avant de donner la parole à Corinne Delamétrie, et pour le bon déroulement de ce webinaire, et comme vous êtes très nombreux, nous vous prions de bien vouloir renommer, dans la mesure du possible, votre vignette en indiquant votre nom, la structure que vous présentez et le territoire concerné. Ce webinaire, il est organisé en deux temps. Une partie, dans un premier temps, une partie présentation, et ensuite, dans un second temps, il y aura une séquence de questions-réponses. On répondra à toutes vos questions. Donc, pour poser vos questions, nous vous demanderons de bien vouloir utiliser le chat. Et, et comme d'habitude, ce webinaire est enregistré et il sera disponible en replay ainsi que le support de présentation de ce webinaire au sein de la plateforme La Grande Équipe. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Corinne Delamétrie. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Corinne Delamétrie, donc je vais introduire pour l'ANCT. Je remercie à nouveau les participants qui sont de l'autre côté de l'écran et ceux qui sont ici autour de la table. Et j'en profite également pour remercier les associations d'élus locaux qui ont relayé cette invitation auprès de leurs membres, puisqu'on est bien là sur un format interacteur et qui rassemble l'ensemble des parties prenantes de ces conventions d'abattement de TFPB, l'État, les bailleurs, les collectivités locales. Donc c'était important pour nous à un moment donné qu'on s'inscrive bien dans ce cadre partenarial. On est en train de parler d'un sujet qui a une actualité brûlante, puisque un certain nombre de conventions ont déjà été signées, mais beaucoup sont en cours de discussion. Peut-être rappeler d'abord l'objectif de ce webinaire, c'est bien de repréciser les enjeux qui sont liés à l'utilisation de l'abattement de TFPB, rappeler quels sont les impératifs en termes de calendrier et de pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez. Nous, on sait de notre côté, via la plateforme de la grande équipe, qu'elles sont nombreuses. On est finalement sur un dispositif qui finalement a un cadre relativement ouvert et relativement souple. C'est peut-être ça qui génère d'ailleurs beaucoup de questions. On y reviendra après dans le déroulé, mais par exemple, à NTT, on a mis au point avec les associations d'élus et avec l'USH une convention type, mais qui est un modèle, qui n'est pas prescriptif. Donc c'est vrai qu'on voit qu'on est dans un outil qui a une grande souplesse d'usage, y compris dans les axes. On y reviendra également. Et que ça pose peut-être, en tout cas, ça appelle certaines questions. Vous rappelez simplement qu'on est en train de parler d'une mesure fiscale qui a été prolongée par la loi de finances de 2024. Donc ça, c'est derrière nous, puisque on le rappelle, et qui a sanctuarisé la mesure jusqu'en 2030, c'est-à-dire jusqu'à la nouvelle génération des contrats de ville, des contrats engagement quartier 2030, qui sont en train d'être
à plus de 90% qui sont finalisés. Donc, on est sur une mesure qui est, entre guillemets, soclée d'un point de vue législatif, qui est adossée à la nouvelle génération des contrats de ville. On rappelle, 334 contrats de ville pour le territoire métropolitain. Je fais une toute petite aparté pour nos amis ultramarins dont certains sont connectés, puisqu'il y a 1 an de décalage dans le calendrier entre la métropole et les territoires ultramarins. Donc, vous n'allez pas être concerné par le calendrier tel qu'on va le présenter, mais vous êtes évidemment concerné par la démarche. On sait qu'on a déjà un certain nombre de territoires ultramarins pardon, qui commencent à discuter de leur futur contrat de ville pour 2025. Donc, vous êtes évidemment les bienvenus. On est en train de finaliser l'actualisation de la géographie prioritaire en Outre-mer, comme nous l'avons fait il y a 1 an en métropole. Et donc, le calendrier s'enchaînera pour les Outre-mer. Donc, on est sur une mesure fiscale qui est inscrite dans la loi, qui représente, pour vous donner une idée, un montant approximatif qui était évalué à 130 millions d'euros. Donc, c'est des montants qui sont conséquents et parfois, sur certains territoires, ce qui n'est pas le cas partout, mais qui peuvent être proches, voire supérieurs au crédit alloué au contrat de ville. L'USH reviendra sur l'effet levier de ces montants, puisque 130 millions d'euros d'abattement, ça génère bien plus que 130 millions d'euros de projets. Et c'est bien cet effet levier aussi sur lequel je veux juste insister peut-être pour conclure. C'est-à-dire que la question, c'est évidemment l'abattement de TFPB comme un levier d'action au service de la qualité de vie et du cadre de vie des habitants des QPV. Je vous renvoie toutes et tous à une grande consultation numérique que nous avons fait en ligne il y a 1 an et dont les résultats ont été publiés et où les habitants des QPV ont rappelé leur très fort attachement aux questions de cadre de vie. Alors on verra ce qu'on met derrière, hein, puisque ça va de la tranquillité publique à la question de l'espace public, des déchets, enfin ça couvre tout un ensemble de sujets. Mais la question, c'est bien d'avoir un outil qui est au service du cadre de vie des habitants des QPV, avec effectivement la question de l'articulation avec ce qui est par ailleurs prévu dans le contrat de ville, ce qui est prévu dans les conventions de gestion urbaine et sociale de proximité dans les quartiers en rue quand il y en a. Donc on a aussi un sujet d'articulation des différents projets, mais bon, et du croisement justement de ces différentes contractualisations. Un dernier mot, juste puisqu'on parlait de la question de la concertation avec les habitants. Là aussi, on y reviendra sur les outils de participation et la façon dont les habitants peuvent être associés à l'élaboration des conventions, mais aussi à leur déploiement tout au long de la vie de la convention, avec un certain nombre d'outils qui sont maintenant bien outillés et bien étayés en termes d'expertise, comme les diagnostics en marchant, enfin, un certain nombre d'outils sur lesquels on a déjà eu l'occasion de communiquer. J'espère avoir respecté mon temps de parole et je passe la parole à Thierry Asselin, que je remercie pour sa présence. Merci Corinne. Bien, bonjour à toutes et à tous et merci de vous être rendus disponibles pour ce webinaire. Je voudrais quand même remercier la NCT d'avoir pris l'initiative de ce webinaire, l'avoir organisé et associé à sa préparation de son animation. Et puis, comme l'a un peu indiqué Corinne de la Métrie, remercier les associations d'élus avec qui on a beaucoup travaillé ces derniers mois et qui ont aussi accepté de relayer ce webinaire. C'est important que tout ce qu'on va partager aujourd'hui, ce soit partagé auprès des bailleurs, des services de l'État, des collectivités locales, puisque c'est un travail qui marche, parce qu'on le fait en mode collectif. Peut-être pour vous redire un peu, donc, l'Union sociale pour l'habitat, beaucoup d'entre vous le savent, on représente les organismes HLM qui sont présents partout en France, hexagonale et ultramarine, sur le territoire. C'est environ 550 organismes. Le parc social, vous savez, en France, c'est 5,5 millions de logements. On loge plus de 12 millions de personnes.
Mais point important, c'est que 30% des logements locatifs sociaux sont en QPV. Donc en gros, dans les QPV, sur les quelques 5 millions d'habitants, il y en a 3 millions qui sont locataires du parc social. Et par ailleurs, les bailleurs sont présents dans la plupart des QPV. Dans à peu près 90% des QPV, vous avez au moins un bailleur qui est présent. Donc de ce fait, les organismes de logement social, ce sont des acteurs du quotidien dans les quartiers. Ils sont investis au quotidien pour gérer leur patrimoine, accompagner les habitants. Et au-delà de cette action quotidienne qui est essentielle et très importante, et on y reviendra, c'est aussi des acteurs des politiques publiques, au travers notamment des contrats de ville, à côté des collectivités locales, des services de l'État et du monde associatif. Vous le savez aussi, ils sont très investis dans les projets de rénovation urbaine, donc on pourra aussi reparler des liens abattement de TFPB et rénovation urbaine pour s'assurer que les investissements qui sont menés sont les plus performants possibles. Et donc, du coup, nous, le souhait que Guichon des bailleurs et que nous, on relaye au niveau national, c'est que les bailleurs soient pleinement présents dans les contrats de ville, dans l'action politique qui est menée au travers de ces contrats, à la fois dans la phase diagnostique, dans la phase d'élaboration et dans la phase mise en œuvre. Et l'abattement de TFPB est un des outils pour le faire. Donc même si les acteurs sont très présents, très engagés au quotidien, il faut être assez transparent entre nous. On a encore quelques progrès à faire parce que quand on mène des enquêtes de satisfaction auprès des locataires du parc social, on constate que dans les QPV, il y a un niveau de satisfaction qui est quand même sensiblement plus faible. On est de l'ordre de 10 points d'écart entre le niveau de satisfaction des ménages en dehors des QPV et des ménages en QPV. Et ça traite sur beaucoup de paramètres, notamment sur la perception du quartier. Évidemment, il y a la question du logement qui figure, et ça c'est le boulot des bailleurs, mais sur la question du quartier, on perçoit que les locataires parc social sont moins satisfaits de leur quartier en QPV qu'ailleurs. Et donc ça appelle évidemment, cette question du quartier, tout le monde a un peu un rôle à jouer. Et on voit bien que les actions qu'on peut mener en mode collectif, au travers notamment de la gestion urbaine de proximité, c'est un moyen d'agir sur cette satisfaction et qui est pour nous un indicateur extrêmement important de réussite des actions qu'on mène. Voilà, donc effectivement, le levier qu'on a en mode collectif aujourd'hui et qui va nous occuper pendant tout ce webinaire, c'est le fameux abattement de taxes foncières en QPV, qui est un dispositif qui n'est pas nouveau, hein, ça fait plus de 20 ans que ce dispositif existe, même s'il a été adapté à plusieurs reprises depuis sa création au début des années 2000, notamment pour s'adapter au contexte, notamment pour le rendre plus partenarial qu'il n'était à son origine. Là encore, vous le savez, hein, c'est un dispositif qui permet aux bailleurs d'avoir une réduction de leurs taxes foncières, mais en contrepartie d'un plan d'action qui est élaboré de manière partenariale et qui a pour vocation à agir sur l'amélioration de la qualité de service et du cadre de vie des locataires du parc social, donc sur le quotidien des habitants. Effectivement, comme l'a très bien dit Corinne de la Maîtrise, c'est un dispositif qui a quand même, de notre point de vue, un certain nombre de vertus. Premier point, effectivement, c'est que c'est du très concret, c'est du quotidien, c'est au plus proche des habitants, et ça vient plutôt bien, on trouve, en complément d'autres actions plus structurelles menées dans le cadre du contrat de ville, menées avec les actions de droit commun, menées avec les crédits spécifiques des crédits politiques de la ville, et menées aussi en complément de ce qu'on peut tous mener en termes d'investissement au travers de la rénovation urbaine pour les quartiers qui sont concernés. Donc, c'est vraiment des actions au quotidien. Deuxième élément, effectivement, il y a une certaine souplesse dans le dispositif. Je rejoins Corinne de la Maîtrise de ce point de vue-là, puisqu'effectivement, il y a plusieurs thèmes d'action possibles, alors, qui sont tous dans le champ d'action des bailleurs sociaux, hein, c'est important de le rappeler, mais qui permettent du coup de choisir de manière partenariale quel est le champ d'action à activer en priorité pour justement s'adapter au cas spécifique de chaque quartier, puisque chaque quartier est unique et assez problématique spécifique. Et ce qui me paraît être intéressant, c'est justement d'avoir un plan d'action qui soit personnalisé par rapport au constat qu'on peut faire. Point corollaire, effectivement, c'est un dispositif qui s'inscrit dans une logique partenariale, puis effectivement, c'est pas le bailleur qui décide tout seul, même si c'est lui qui mène les actions sur ses compétences. C'est un dispositif qui s'appuie d'abord sur un diagnostic qu'on mène de manière partagée entre bailleurs, collectivités locales, services de l'État et autres acteurs du territoire, et qui permet d'élaborer un plan d'action qui, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il fasse consensus, hein, et qui, effectivement, soit lié au diagnostic qu'on fait du territoire et qui engage l'ensemble des acteurs et qui évidemment de mener des actions qui font du sens par rapport au constat qu'on peut faire. Et puis, dernier point, et qui n'est pas des moindres, et là encore, je ne fais que répéter ce qu'a dit Claude de la Maîtrise, c'est que c'est un dispositif qui s'inscrit dans une logique pluriannuelle. On s'est beaucoup battu l'année dernière, effectivement, le dispositif soit pérennisé de manière longue. Donc maintenant, il s'inscrit sur la durée des contrats de vie jusqu'en 2030, ce qui permet effectivement de donner des perspectives et de ne pas s'inquiéter chaque année de est-ce qu'on aura encore des ressources l'année prochaine. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas invité à se faire un bilan annuel sur le sujet et à réactualiser notre plan d'action pour l'adapter aux enjeux et au contexte. Mais en tout cas, ça permet quand même de
s'inscrire dans la durée, et c'est extrêmement précieux. On voit bien que parfois, on souffre un peu dans nos actions collectives de cette visibilité, cette durabilité. Le dispositif d'abattement TFPB, il le permet, et je pense que c'est vraiment extrêmement précieux de mobiliser dans ce sens-là. Donc là, aujourd'hui, on a une étape un peu particulière, parce qu'effectivement, on est dans un moment où on a une nouvelle géographie prioritaire qui a été réactualisée dans l'Hexagone, bientôt en Outre-mer. Du coup, on a une nouvelle génération de contrats de ville qui sont signés pour la plupart, et les derniers sont en cours de signature. On a aussi des projets d'orientation urbaine qui sont en phase de mise en œuvre sur le territoire, et du coup, il y a le de comment est-ce qu'on accompagne au quotidien ces projets qui produisent des effets à plus long terme. Et donc, du coup, effectivement, on a un moment où les conventions d'abattement TFPB doivent être renouvelées, alors soit l'ont été, soit le sont prochainement, soit vont l'être dans les semaines qui viennent. Et c'est vrai que nous, on a souhaité effectivement pouvoir outiller l'ensemble des acteurs sur ce dispositif. Alors, on le fait parce qu'on s'est engagé en 2015 et en 2021 dans un accord cadre avec l'État et les associations d'élus, hein, donc à peu près toutes. Hein. On a l'Association des maires de France, on a Intercommunauté de France, on a France Urbaine, on a Ville de France, on a Ville de banlieue. Voilà, donc toutes les collectivités locales, donc toute leur variété et diversité nous soutenaient dans cette démarche-là, et donc on s'est engagé à la fois à faire un bilan régulier de comment ce dispositif était mobilisé et d'outiller les acteurs à la matière. Donc c'est ce qu'on va vous présenter dans les minutes qui viennent. C'est à la fois ce que dit le bilan qu'on a récemment publié, et puis que disent les outils, que ce soit référentiel, convention type, exemple, outil de communication sur comment se fait cet outil-là. Donc, notre objectif, effectivement, c'est que l'ensemble des acteurs, dans leur diversité, partagent bien, effectivement, les objectifs, les modalités d'action de dispositifs, et puissent s'en saisir, dans l'intérêt, évidemment, de ceux qui nous réunissent aujourd'hui, qui sont les habitants des quartiers. Donc, effectivement, on mène des actions concrètes pour améliorer leur quotidien. Donc, un gros merci encore à la NCT de nous avoir invités, et puis je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous. On va faire cette présentation à deux voix avec Céline Di Mercurio, donc de l'Union sociale pour l'habitat. On a jusqu'à 12h30 en termes de présentation. Donc, on va essayer d'aller rapidement et laisser aussi la place à nos collègues de la Direction générale des finances publiques qui interviendra à la fin de ce webinaire, enfin de cette première présentation avant des questions-réponses. Donc là, rapidement, la présentation de l'ANCT et le rôle dans sa mise en œuvre. Donc, on a un rôle, bien évidemment, en lien avec la DHUP, la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages, et ainsi que la Direction générale des collectivités locales, et en lien, bien évidemment, avec l'USH, à répondre, en fait, à toutes les sollicitations de l'État local que nous recevons et qui s'accroît pendant des périodes, par exemple, comme celle-ci, de conventionnement ou des questions. On peut répondre à des questions juridiques, de gouvernance et toute autre demande. Il y a une partie outillage, donc ça aussi, mais ça va peut-être être présenté après, d'outillage. Donc, on travaille en partenariat sur ces sujets-là, dans le document dont a parlé Madame de la Métrie sur la convention type d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière. Et on forme également, on s'est engagé suite à l'avenant du cadre d'utilisation auquel a fait référence Thierry de 2021, un avenant qui a permis de s'engager avec l'Union sociale pour l'habitat à former les personnels de l'État et ainsi que les habitants à la compréhension de la taxe foncière sur les propriétés bâties. On peut passer à la slide suivante et du coup je passe la parole à l'USH. Oui, bonjour à toutes et tous. On va un peu dans le même sens que vient d'annoncer Sabrina Abdi, vous présentez un peu le rôle de l'Union par rapport à l'abattement de TFPB. Donc, c'est indiqué Thierry Esquin, le fait que l'USH soit engagé dans la réalisation d'un bilan tous les 3 ans au niveau national. C'est un bilan qui est réalisé par l'Union, mais dans une dimension partenariale en lien avec les associations d'élus et la NCT. On joue également un rôle d'animation auprès des professionnels du secteur HLM sur les sujets liés à la politique de la ville et notamment de l'abattement de TFPB, ce qui nous a permis aussi d'associer bien sûr les organismes HLM, les associations régionales HLM et également plus largement des collectivités locales et aussi des représentants de l'État pour venir nourrir justement les outils que l'on a définis en commun et que l'on vous partage depuis maintenant le mois de juin sur un certain nombre d'outils que l'on continuera puisqu'on est vraiment dans une logique d'accompagnement à l'appropriation et à la compréhension de ce dispositif qui, on verra par la suite, est bien plus qu'une simple mesure fiscale.
D'accord. Donc, du coup, on va voir d'abord le contexte, ensuite les échéances, les points d'attention, les perspectives et l'outillage. Donc, sur le contexte, donc l'abattement de la taxe foncière est entouré par un cadre législatif, comme l'a rappelé Madame de la Métrie. Donc, il y a eu le PLF pour la loi de finances 2024 et un article spécifique qui est l'article 1388 bis du Code général des impôts qui pose les conditions pour bénéficier de l'abattement de la taxe foncière. Donc, le bailleur doit être signataire du contrat de ville. La convention d'abattement doit être conclue avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que l'État. Donc, ce partenariat local doit être signé au plus tard le 31 décembre 2024 et annexé au contrat de ville. Les organismes HLM doivent également fournir une déclaration de patrimoine et le contrat de ville signé aux services fiscaux avant le 31 décembre. On peut passer à l'autre slide. Donc, en parallèle du cadre législatif, un cadre national a été mis en place, donc ça a été rappelé, il date de 2015 et il a fait l'objet d'un avenant en 2021 et il a été signé par tous les partenaires qui ont été mentionnés précédemment et il institue en fait des attentes et des attendus. La convention définit les modalités d'élaboration, d'application, de suivi et de bilan de l'abattement, et ce, pour toute la durée du contrat de ville à compter de 2025 jusqu'à 2030. Donc voilà, ça c'est aussi la possibilité d'avoir cette partie pluriannuelle, et elle constitue le cadre de référence des engagements entre les signataires. Elle doit, donc cette convention ouvre droit à l'abattement, puisqu'elle doit être annexée, comme je l'ai dit précédemment, et le programme d'action doit être également défini de façon partenariale avec l'ensemble des signataires de la convention pluriannuelle de l'abattement. Et comme ça a été rappelé, il doit se baser sur un diagnostic partagé et réalisé en concertation avec les habitants. Et le cadre prévoit aussi que les actions valorisables au titre de l'abattement visent un renforcement de l'entretien et de la gestion du parc HLM, ainsi que l'amélioration de la qualité de service qui est rendue aux locataires. La diapositive suivante, donc du coup, c'est les axes qui sont dans la convention cadre. Donc, il y a 8 axes: le renforcement de la présence du personnel, la formation spécifique, le surentretien, etc. Le point d'attention surtout par rapport à ça, c'est de ne pas concentrer exclusivement des actions sur un seul axe et essayer de ne pas valoriser un seul champ d'application et bien répondre en fait aux besoins qui ont été exprimés. Vous retrouvez ces axes dans le référentiel de l'Union sociale pour l'habitat qui explicite et qui donne à voir des exemples axe par axe de ce qui est possible dans le cadre de la Convention. La Convention, donc il y a diverses possibilités. Elle peut prendre plusieurs formes et elle peut se signer à plusieurs niveaux. Donc, il y a une préférence pour que ce soit établi à l'échelle intercommunale, mais la convention peut être aussi pour tous les bailleurs et par contrat de ville, une convention par bailleur et par contrat de ville, une convention par bailleur et par commune, et à chaque fois, il faut bien décliner un programme d'action par quartier, et s'il y a un bailleur sur un quartier, une convention par bailleur et par quartier. Ces recommandations sont également précisées dans la convention type à laquelle on a fait référence, et on joindra bien évidemment tous les documents nécessaires, si besoin, les liens concernant. Sur les échéances, voilà. Ça a été rappelé, les conventions doivent être signées pour le 31 décembre. À date, il n'est pas prévu d'accorder de délai supplémentaire. Et pour les territoires d'outre-mer, la nouvelle géographie prioritaire, comme cela a été précisé, sera définie plus tard et la signature des contrats de ville interviendra en 2025. Donc, il y aura une prorogation aussi pour les conventions d'abattement des territoires d'outre-mer. J'espère que je n'ai pas été trop rapide, mais... Il y aura le temps des questions-réponses. Voilà, pour laisser le temps nécessaire. Mais on reviendra sur notre. Ouais.
Donc là, une petite focale sur les points d'attention qui sont vraiment issus de tout le travail qui a été réalisé en partenariat avec les organismes HLM, les associations régionales HLM, et également aussi la participation de certaines collectivités locales et services de l'État, et de tous les retours de terrain que l'on a pu avoir de façon générale au travers des différentes réunions organisées cette année. Rappeler que, effectivement, c'est ce qu'a indiqué Corinne Delamétrie, l'abattement de la TFPB a un effet levier financier. Mais avant d'arriver à cette approche-là, peut-être mettre un peu tout le monde d'accord sur qu'est-ce que recouvre finalement cette ressource qui permet d'engager des dépenses et donc un programme d'action dans les quartiers prioritaires. Donc c'est une mesure fiscale, évidemment, de 30% d'abattement de la TFPB qui est compensée à 40% par l'État aux collectivités locales et tout particulièrement aux communes. Donc c'est une approche qui est partagée par tout le monde. Il y a aussi une autre approche, une autre lecture qui est intéressante à avoir en tête, c'est que du point de vue de l'organisme HLM, cet abattement de TFP est une économie d'impôt et que quand un programme d'action est défini et que donc il faut engager les dépenses, ces dépenses, elles relèvent des fonds propres des organismes HLM. Troisième lecture, qui est une lecture qui effectivement permet d'avoir une approche un peu élargie du sujet, c'est qu'on s'est rendu compte, notamment quand on a réalisé le bilan national 2017-2019, c'est que pour 1 euro qui relève de l'abattement de TFPB, en réalité, c'est 1,4 euros qui est dépensé pour réaliser les actions, et donc ce qui permet de penser que l'abattement de TFPB, son programme d'action, en tous les cas, relève à la fois d'un effort financier des collectivités locales, d'un effort financier de l'État au niveau local et également de l'organisme HLM qui est concerné. Alors Sabrina Abdil a présenté les différents axes et actions qui permettent en tout cas de définir un programme à l'échelle du QPV et finalement assez large. Toutefois, c'est intéressant aussi de se dire que tout n'est pas possible non plus au titre de l'abattement de la TFPB. Alors, qui doit viser prioritairement l'amélioration du cadre de vie et la qualité de service dans le quartier concerné. C'est que d'abord, il doit répondre aux priorités qui sont issues d'un diagnostic partagé. Donc, on reviendra peut-être par la suite, ce diagnostic partagé, défini en cohérence avec tous les cas, les besoins qui ont été identifiés et les priorités qui ont été définies avec l'ensemble des signataires de tout particulièrement. C'est aussi que l'abattement de la TFPB, parce que comme je le disais tout à l'heure, on est sur une logique de dépenses engagée par le bailleur, et c'est aussi l'esprit de l'abattement de TFPB dans une démarche d'amélioration du cadre de vie, doit être en lien avec le patrimoine HLM et les compétences des organismes HLM, et que aussi les organismes HLM sont soumis au respect des règles de la commande publique, qu'il y ait abattement de TFPB ou pas. Et sur ce point, du coup, j'invite Benoît Guencelet à apporter quelques éléments de précision sur cet aspect de commande publique. Oui, ben merci Céline, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai qu'on est saisi parfois d'éventuelles difficultés juridiques autour de ces deux points pour accompagner les actions qui sont entreprises par les bailleurs en partenariat avec les collectivités. Il y a vraiment ces deux il faut s'interroger. En fait, avec méthode, on va réussir à rentrer dans ce cadre souple d'intervention qui est posé par le Code général des impôts. Le premier point, c'est vraiment de cantonner l'intervention de l'organisme HLM dans son champ de compétences. C'est vrai que tout organisme d'HLM, quelle que soit la famille, a des compétences qui sont réglementées avec des dispositions qui sont parfois assez complexe à interpréter et on ne peut pas sortir de ce champ de compétences. Les dispositions fiscales comme les conventions ne permettent pas finalement à un organisme HLM d'entreprendre une action qui ne serait pas énumérée essentiellement dans le code de la construction et de l'habitation. Donc vraiment, ça c'est la première étape pour s'éviter des difficultés juridiques par la suite, à l'issue du diagnostic, quand on va établir le plan d'action, c'est de s'interroger sur le droit à faire de l'organisme HLM. Et on voit que dans les 8 axes, et en les ventilant, on va arriver à trouver, à rattacher des actions dans le champ de compétences des organismes HLM. Il y a des demandes parfois, et on va solliciter les organismes en dehors vraiment de leur capacité d'intervenir, et ce sont des terrains qui ne vont pas être envisageables.
Il y a une deuxième difficulté qui est posée. Alors, quand on est sur des actions là, qui sont partagées entre la collectivité et les organismes HLM et qui font appel à un tiers, à un opérateur économique, l'un comme l'autre, hein, la commune comme l'organisme HLM sont des pouvoirs adjudicateurs soumis au droit de la commande publique. Et si on fait réaliser une action par un tiers et une entreprise et que cette action n'est contractualisée que par soit la commune, soit l'organisme HLM, vous allez avoir un des deux qui s'expose à un risque en matière de commande publique. Je vais me retrouver avec un prestataire peut-être qui intervient pour mon compte, partant de l'hypothèse que l'organisme HLM est compétent pour intervenir dans l'action. Il y a bien un besoin à satisfaire. L'entreprise qui va intervenir pour son compte, je dois avoir un lien contractuel avec cette entreprise. Donc pareil, on a aussi des solutions une fois le plan d'action déterminé. Si j'ai un besoin d'externaliser la réalisation de l'action à une entreprise, on peut établir un cadre d'achat mutualisé avec la commune et l'organisme HLM. C'est quelque chose qui peut se faire assez simplement avec les outils qui sont disponibles dans le code de la commande publique. Voilà. Donc j'insiste peut-être une dernière fois sur ce point, vraiment sur l'action entreprise. On regarde la typologie de l'action, on va voir les compétences de l'organisme HLM et après c'est vraiment le point de départ pour la mettre en œuvre. Si l'action n'est pas réalisable par l'organisme HLM, on peut envisager d'autres solutions pour la réaliser et se concentrer sur celles qu'on peut faire en commun et sur lesquelles j'ai le droit d'agir en tant qu'organisme. Merci, Benoît. Et donc, ça me permet de faire la transition avec une autre approche qui est vraiment en lien, c'est que dans le programme d'action, il va y avoir des actions qui vont relever en tous les cas vraiment de la compétence exclusive du bailleur. Et puis, il y a d'autres actions où le bailleur il va plutôt être en position de partenaire, de contributeur à des politiques publiques qui, elles, évidemment, sont soit portées par l'État, soit c'est la collectivité locale qui est chef de file. Et on voit bien que sur tous les sujets qui sont inscrits du coup dans la diapo, les sujets de sécurité, d'emploi, d'éducation, de déchets ménagers ou encore de mobilité, ce n'est pas le bailleur qui est chef de file, mais c'est bien soit l'État, soit la collectivité locale. Et où là, c'est aussi la force de l'abattement de TFUB, c'est que comment ces acteurs qui chacun dans son champ de compétences peut venir travailler en complémentarité pour apporter une action qui est du coup renforcée et qui est en cohérence du coup avec les besoins du quartier, d'où l'enjeu aussi de bien définir qui fait quoi dans le portage de l'action et sa mise en œuvre. Une autre aussi grille de lecture qui peut être intéressante dans la définition du programme d'action et aussi la communication qu'il peut y avoir sur le sujet, et ça vaut pour l'ensemble des signataires de la convention d'abattement, c'est de se dire finalement qu'il y a des actions qui ne sont pas exactement de même nature dans un programme d'action. On va avoir des actions qui vont être récurrentes d'année après année parce qu'on va être plutôt sur ça concerne généralement tout ce qui va être autour du surentretien, de la réparation des dégradations, considérant qu'il faut avoir en tous les cas une action assez réactive pour éviter justement de dégrader l'image du quartier et faire en sorte du coup de maintenir cette qualité de service qui est attendue par les locataires. Donc là, on va plutôt être sur des actions dites curatives. On arrive une fois que la dégradation ou que l'incivilité, entre guillemets, est en place. Et puis, on va aussi avoir d'autres actions qui sont des actions structurantes qui, généralement, sont mises en œuvre sur plusieurs années, qui nécessitent une ingénierie de projet, une mobilisation du partenariat et qui, du coup, ont des externalités positives assez fortes au-delà du sujet même qui est traité. Si on prend l'exemple d'un chantier d'insertion pour faire des réfections de hall d'immeuble, et bien là, le bailleur pourrait très bien se dire je vais faire ça par un prestataire classique, mais quand on fait le choix de faire appel à un chantier d'insertion, de mobiliser des structures locales type mission locale ou des programmes tapage, et bien là, on coche, en plus de la question de la remise en peinture, etc., on coche aussi la case insertion. Et quand en plus, derrière, on travaille finalement la question de l'accès vers l'emploi de ces jeunes, là, on voit bien qu'on est sur une action qui a une plus-value beaucoup plus forte. Idem pour la question de la gestion des encombrants. Ce n'est pas la même chose que de faire une collecte régulière de dépôts sauvages d'encombrants. Qu'une autre action qui va être finalement aura le même résultat, mais qui aura des impacts plus larges,
si on fait appel, par exemple, à une régie de quartier qui va assurer le tri des encombrants, qui va permettre de mobiliser des éco-organismes, de travailler peut-être à une ressourcerie, donc proposer aussi des services aux habitants au sein du quartier. Donc là, on voit bien qu'on est sur des projets qui ont une utilité sociale beaucoup plus forte. Donc ça, c'était pour l'exemple actions structurantes. On a aussi des qui sont aussi importantes, qui permettent aussi de rythmer la vie dans le quartier, de faire venir aussi d'autres populations, donc tout ce qui va être autour de l'événementiel et qui peut être évidemment co-construit avec d'autres acteurs, mais généralement, les programmes d'action, c'est ça aussi qui est intéressant avec l'abattement de TFE, c'est que ce n'est pas le bailleur qui travaille tout seul, c'est en dehors de la convention, mais aussi avec toute la mobilisation et la force associative qu'il peut y avoir dans ces quartiers et qui est un vrai atout. Ça peut être aussi des entreprises. Et puis, on a aussi le volet action innovante, où là, ça peut être aussi intéressant que le bailleur, dans son rôle de veille, de relation justement avec le tissu partenarial, en capacité d'aller identifier des porteurs de projets, des réponses à des besoins qui sont peu ou mal satisfaits. Et là, grâce à différents leviers, par exemple l'activation des rez-de-chaussée, par exemple le financement, la mise en lien avec d'autres acteurs peut permettre, en tous les cas, ce rôle d'accélérateur de projets qui sont des projets vraiment faits sur mesure dans les quartiers. Qui est intéressant de vous partager et qui font partie des enseignements des travaux qu'on a menés, notamment dans le bilan national et triennal, c'est la nécessité de travailler à un bilan annuel qualitatif et de se dire que finalement ce bilan annuel, ça doit être le reflet de la stratégie dans le cadre du projet de territoire que l'ensemble des partenaires ont défini et qui doit rendre compte des objectifs que l'on s'est fixés, des actions qui ont bien été réalisées, des résultats qui peuvent être aussi un peu à milieu du gué, ça peut aussi arriver, hein, tout n'est pas parfait et on ne peut pas toujours atteindre les objectifs qu'on s'est fixés initialement. Mais ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est surtout de tirer les enseignements et de se dire, pour l'année prochaine, quelles sont les marges de progrès, quelles sont les pistes d'amélioration, qu'est-ce que chacun peut faire au regard de ses compétences pour faire en sorte que, en tous les cas, les objectifs que l'on s'est fixés sont atteints. Et surtout aussi d'une approche très qualitative de ce rendez-vous du bilan qui doit être vraiment un bilan qui ne doit pas se limiter en tous les cas à une présentation à plat. Si on reprend un peu le tableau prévisionnel et réalisé qui se trouve en annexe de l'avenant du cadre national, avec les 8 axes et les dépenses à côté, là c'est sûr que si on fait juste une lecture de ce tableau-là, il ne nous dit absolument rien de la stratégie qui a été choisie collectivement et il ne nous permet pas d'apprécier en tous les cas les enseignements du travail qui a été réalisé au local. Donc vraiment, j'insiste, le bilan, ça doit être un rendez-vous partenarial et stratégique. On n'a pas beaucoup finalement de dispositifs où on peut avoir autour de la table un représentant de l'État, des représentants des collectivités locales et des organismes HLM. Et vraiment, je vous encourage aussi à élargir le cercle. Ce n'est pas écrit dans les textes, ce n'est pas une obligation, mais vraiment d'associer aussi les représentants de locataires habitants et peut-être aussi tous ceux qui se font le relais de la parole et de l'expression des habitants. Je pense notamment aux centres sociaux, aux régies de quartier ou autres. Alors, il y a aussi le sujet du contexte dans lequel on est, des contraintes financières qui incombent aux différents signataires, l'État local, les organismes HLM avec aussi les difficultés des différentes réformes qu'il y a pu avoir, également les collectivités locales. On est dans un contexte là où on nous rappelle bien qu'il y a un déficit public. Donc, on sait que ça peut être difficile et le risque par rapport à cette mesure fiscale, cet outil de la politique de la ville qui repose beaucoup sur le partenariat, c'est qu'on soit avec des parties prenantes qui vont avoir finalement une tendance à se recentrer sur leurs objectifs et leurs intérêts qui sont propres. Donc le risque, c'est que les organismes HLM se recentrent sur leurs impératifs de gestion et que les collectivités locales et les services de l'État vont plutôt se concentrer sur leurs propres objectifs autour des politiques publiques qu'ils portent. Et donc, effectivement, vous voyez bien, dans ce que j'ai mis, il y a le risque de glissement de l'intérêt partagé vers l'intérêt propre et du glissement du partenariat vers un risque de rapport de force qui n'est pas du tout dans l'esprit de l'abattement de TFPB, où au final, j'enfonce des portes ouvertes, mais quand même, le résultat du programme d'action doit être une négociation gagnant-gagnant pour l'ensemble des parties prenantes. Perspective d'évolution.
Alors, je peux passer à votre slide. Donc ça a été rappelé à plusieurs reprises, mais ça passe vraiment des messages importants, c'est de bien renforcer l'articulation entre la programmation du contrat de ville et celle de l'abattement. Donc, on répète, il doit être annexé au contrat de ville et le bailleur doit être signataire du contrat de ville. C'est aussi quelque chose qui avait été rappelé dans le comité interministériel ville de 2023, où il y avait une nécessité de bien articuler ces deux stratégies, le contrat de ville ainsi que la stratégie qui se traduit dans le plan d'action de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc, c'est vraiment l'idée de renforcer les actions à un niveau plus territorial avec la contrepartie de l'abattement pour faire justement cet effet levier qui a été bien détaillé et que ce soit bien en cohérence avec les axes du projet territoire ainsi que assurer une continuité dans la gestion urbaine et sociale de proximité du quartier. Oui, autre axe en tous les cas qui nécessite en tous les cas on n'est pas arrivé au bout de l'exercice sur la participation des locataires habitants. Alors, si on se réfère vraiment au Code général des impôts, on est dans une approche très minimaliste finalement des obligations en matière de participation des locataires habitants, puisque si je me réfère à l'article 1388 bis du Code général des impôts, il est mentionné, oui, voilà. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville et au conseil citoyen les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l'amélioration des conditions de vie, etc. etc. Vous voyez, voilà, on est dans une approche très minimaliste. C'est la raison pour laquelle, dans l'avenant du Code national de 2021, on avait insisté pour, tous les cas, en termes de recommandations, faire en sorte que les représentants d'habitants, à travers les instances représentatives, alors évidemment conseil citoyen, mais pas que, il y a aussi les associations de locataires qui sont les interlocuteurs premiers des organismes HLM, et peut-être au-delà si c'est possible, et si ça a du sens, et s'il y a des collectifs qui permettent aussi de porter la voix habitante, de les associer à la vie de la Convention. Cette vie de la Convention, c'est tout particulièrement un peu les temps forts de rencontres entre les partenaires, alors COTEC, COPIL, ça après c'est vraiment encore une fois, à définir au niveau local, mais on sait qu'on a un temps spécifique de définition du programme d'action dans lequel on va avoir cette partie diagnostic partagée et où là, l'expertise des locataires habitants est vraiment une plus-value. Le bilan à mi-parcours, voilà, de là où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il faut ajuster, et puis en dernier temps, celui du bilan, et où là, effectivement, on est plus dans une logique de rendu compte des réalisations menées. Faciliter l'appropriation du dispositif par les locataires habitants. L'abattement de TFE, c'est un sujet un peu technique. C'est quand même assez compliqué. En plus, voilà, la politique de la ville, c'est déjà pas simple en tant que telle. Donc, il y a aussi cet enjeu de si on veut embarquer les locataires habitants sur cet objet qui est quand même très particulier, qui concerne le cadre de vie. C'est vrai que quand on fait des fois diagnostic en marchand, les locataires habitants, ils vont avoir tendance à parler du logement. Mais non, en fait, on n'est pas dans le registre du logement ni dans la gestion locative. On est dans un cadre spécifique, eh bien, il faut créer les conditions, en tous les cas, pour que les locataires habitants comprennent le dispositif et puissent s'en saisir et participer le mieux possible. Et aussi, autre aspect de la participation, alors il y a la vie de la convention et puis après, il y a la réalisation des projets en tant que tels et où là, évidemment, il est tout à fait intéressant de pouvoir les associer le plus possible à la définition et à la mise en œuvre des projets. Voilà, typiquement, tout ce qui va être autour des projets d'agriculture urbaine, mais aussi des projets d'insertion. Voilà, on peut très largement aussi associer les locataires habitants à la mise en œuvre des actions. Consolider la dynamique partenariale, donc ça, vous l'avez entendu, les enjeux de pilotage, d'animation de la convention et de dialogue. Donc tout ça, on nécessite aussi de planifier les choses par rapport à la démarche contrasive, par rapport à la démarche GUSP, par rapport aussi aux temporalités des bailleurs. Voilà, les bailleurs aussi, par rapport à leur budget, ils ont des temporalités dans lesquelles il est préférable de définir le programme d'action avant que leur budget soit défini. Et ils ne pourront de vous donner en tous les cas les éléments de rendu compte qu'une fois que leurs comptes seront clôturés. Donc ça, ce sont des aspects aussi à affiner. Et donc là, il faut dialoguer pour s'accorder sur un calendrier, une dynamique d'animation qui convienne à tout le monde. Et évidemment aussi ce sujet un peu compliqué, mais néanmoins important, de définir les modalités de régulation et de médiation. Parce que voilà, dans un partenariat, il peut aussi avoir des points de tension ou des désaccords, des différences de points de vue. Et le pire du pire, évidemment, c'est l'échec du partenariat et donc c'est la dénonciation de convention. Et donc avant cela,
c'est en tous les cas d'anticiper et de définir quelles modalités de régulation et de médiation peuvent être mis en œuvre. On avait intégré ce sujet dans l'avenant du cadre national de 2021. On ne sait pas vraiment si ça a été traduit localement. En tous les cas, voilà, si vous avez regardé la convention type, il y a un petit article sur le sujet. On vous invite vraiment à y réfléchir et à en définir les modalités parce que ça pourra permettre peut-être de solutionner un certain nombre de situations difficiles pour les années à venir. Parler un langage commun et faire équipe. Donc oui, en fait, il faut comprendre de la même façon le dispositif et c'est tout le travail d'acculturation aussi que l'on fait auprès de, notamment en ce qui concerne l'USH, des organismes HLM et des institutions régionales HLM. Définir une gouvernance et piloter la convention, voilà, ça va de soi. Il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion, il faut qu'on sache qui fait quoi. Et comme ça, effectivement, on peut véritablement faire équipe. Valoriser les actions menées, alors ça aussi, c'est un peu un angle mort, en tous les cas, qu'on a identifié dans le cadre du bilan, c'est le fait que ce soit du côté des locataires habitants, mais aussi du point de vue des acteurs de l'ESS, qui finalement œuvrent beaucoup dans ces sujets-là, c'est qu'ils ne comprennent pas bien, en fait, qu'est-ce qui a été valorisé ou pas au titre de l'abattement de TFPB. Alors, c'est dommage, parce que l'abattement de TFPB, c'est du partenariat. Et valoriser un partenariat qui fonctionne entre l'État, les collectivités locales, les organismes HLM et plus largement, c'est toujours intéressant. Et ça montre aussi aux habitants et aux habitantes que les actions qui sont menées, c'est issu de ce partenariat et que ça vaut le coup, en tous les cas, de montrer qu'il y a des actions concrètes et visibles qui sont menées dans les quartiers et que ça, c'est grâce à un dispositif qui est celui de l'abattement. Et c'est toujours aussi intéressant d'avoir un peu des chiffres clés sur les actions menées pour pouvoir communiquer sur le sujet. Donc là, une mauvaise connaissance du dispositif pour les destinataires finaux, mais aussi pour tous ceux qui participent à la mise en œuvre de ces actions. L'outillage disponible, donc là, on est dans tout ce qu'on a pu développer ensemble avec la NCT, avec le soutien des associations d'élus. Donc, une plaquette qu'on a réalisée assez courte, très synthétique sur les atouts de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui est disponible en accès libre sur le site de l'Union. C'est la formation qu'évoquait aussi tout à l'heure Sabrina Abdi à l'appui de l'école du renouvellement urbain. Prochaine session la semaine prochaine, mais elle est déjà complète. Mais il y en aura d'autres en 2024. Donc, voilà, on vous invite vraiment à aller vous renseigner sur le sujet qui est ouverte aux représentants de l'État, aux organismes HLM, aux collectivités locales, mais aussi aux locataires habitants. Donc, c'est une formation à un caractère assez riche et qui dure 2 jours. Le référentiel national du cession de l'abattement de taxes foncières qu'on a publié en juin 2024, qui est encore une fois le résultat d'un travail de co-construction avec la NCT et les associations d'élus pour donner des clés de lecture sur le dispositif et éclairer aussi un sujet qui est parfois un peu compliqué à aborder localement, celui du fameux calcul des dépenses pour chaque action, et qui permet de donner des exemples aussi de ce qui peut être valorisé ou pas. La convention type aussi, qui fait partie du package et qui permet de vous donner un peu quelques éléments pour définir et rédiger les conventions de cession de l'abattement d'ici la fin de l'année. Le bilan national, donc ça c'est le dernier qui a été réalisé donc sur la 2020, 2021, 2022, qui redresse un peu les différents enseignements. Donc pas inintéressant non plus d'aller regarder ce bilan qui très probablement vous parlera et qui est aussi accessible librement sur le site de l'USH. Et un autre outil auquel on tient beaucoup aussi, qui est un service numérique proposé par l'USH aux organismes HLM, qui est ouvert aux bailleurs depuis le début de l'année, mais qui sera ouvert aussi aux partenaires l'année prochaine. Donc, c'est un service, un logiciel qui est gratuit et qui permet de suivre les programmes d'action, donc à la fois les actions réalisées et aussi les dépenses, et de pouvoir travailler de façon un peu plus simple, en tous les cas, tout ce qui va être capitalisation de données à différentes échelles et de pouvoir du coup exporter des données liées à votre territoire. Donc, on reviendra vers vous là-dessus, y compris avec l'appui de la NCT pour vous expliquer les modalités de diffusion de ce logiciel qui, je l'espère, pourra répondre à vos attentes et éviter de partager trop de fichiers Excel par mail. On va passer la parole à nos collègues de la Direction générale des finances publiques, donc Monsieur Thomas Zena et Madame Millet.
les cherche en termes de connexion. Voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Rémi Tomazena, donc du bureau du cadastre. Je suis avec Bénédicte Ozoudou. Bonjour. Voilà. Et Anne-Cécile Millet est à distance. Je ne sais pas si son mmicro est activé. On s'en occupe. Alors, voilà, merci. Pour GF3A, donc au bureau du cadastre à la direction générale des finances publiques. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a un acronyme pour le bureau de Madame Millet? GF3A. GF3A, ok. Oui. Okay. Gestion, voilà. On ne trouve pas. Si Mme Millet peut renommer sa vignette avec son nom, ce sera plus facile pour la retrouver parmi. D'accord. Soit elle renomme sa vignette ou sinon elle nous lève la main. Ah oui, elle peut lever la main. Bon, on vous invite à démarrer et on va compléter. Ok. Ouais, donc, du coup, nous animons le réseau des services fonciers donc, qui mettent en œuvre fiscalement donc, l'aspect fiscal du dispositif donc, et l'abattement de TF. C'est donc les services qui exploitent des déclarations que les bailleurs sociaux déposent à la fin du processus de conventionnement pour qu'ils puissent, nos services, donc, saisir l'abattement de 30%. Pour la campagne TF à venir, parce qu'on est toujours dans des saisies pour l'année à venir. Alors, on a un calendrier assez contraint là-dessus, je reviendrai rapidement un peu plus tard. Donc là, pour le nouveau plan 2025-2030, vous l'avez dit, le délai aujourd'hui porté par le CGI et la loi, donc c'est 31/12/2024 pour déposer auprès des services fonciers, donc des directions des finances publiques, la déclaration et la convention, les pièces justificatives dans ces contrats de ville et son annexe convention signée, bien sûr. Il y a eu quelques échanges. L'USH nous avait sollicité il y a quelques mois déjà sur donc Madame Loiseau qui est présente, je crois, avait sollicité Madame Fage, la chef de bureau, donc qui est excusée aujourd'hui, pour discuter des processus de déclaration. Donc là, on va revenir vers elle rapidement et puis et vers nos directions aussi, parce qu'on a construit et un petit peu fiabilisé un dispositif de traitement centralisé informatique, c'est-à-dire que, et de déclaration sur un format dématérialisé, pour éviter d'avoir des SARFA papier ou PDF qui s'échangent. Et en fait, il faut savoir qu'il y a environ, je crois, 1,5 million, 1,6 million de logements concernés par le dispositif. Vous disiez 334 contrats de vie, mais pour nous, c'est 1,6 million quasiment de logements, de locaux. Donc, si on ne fait pas de traitement centralisé, automatisé, c'est de la saisie manuelle pour nos agents. Donc, lorsqu'on renouvelle les contrats, comme on le fait là, c'est-à-dire qu'on repart de zéro, il faut tout réinitialiser. Donc, ça voudrait dire une ressaisie de 1,5 million locaux. Donc, on va revenir vers les bailleurs, vers l'USH, vers nos directions pour préciser le dispositif pratique. C'est un fichier informatique qu'il faudra extraire d'un espace, de l'espace fiscal des bailleurs qui ont un espace qui s'appelle Gérer mes biens immobiliers, comme tout un chacun d'ailleurs, qu'il s'agisse d'entreprises ou de particuliers ou de personnes publiques également, dans lesquels ils ont déclaré normalement leurs occupants. C'est des choses qu'on a beaucoup, dont on a fait la promotion depuis 1 an et demi sur cette nouvelle obligation fiscale. Donc avec cette compte fiscal, donc les bailleurs accèdent à la liste de leur parc, le patrimoine donc immobilier, tel qu'il est connu à la DGFiP, et pourront exporter donc cette liste et
Et à partir de là, ça servira de support pour déclaratif pour les QPV. On va donner le mode opératoire précisément prochainement. Il faudra extourner de cette liste les locaux qui ne sont pas en QPV et remplir quelques champs nouveaux. Mais c'est une manière de limiter au maximum les échanges d'imprimés et les ressaisies. Donc, on va partir d'un référentiel qui est déjà connu et stabilisé à la DGFiP. Donc, ça, c'est un premier point. J'insiste ensuite sur les délais et la prise de contact en cas de difficultés fiscales ou des difficultés à déposer les pièces en temps et en heure. Il faut surtout prendre contact avec les services fonciers et les directions départementales ou régionales des finances publiques pour fluidifier les relations. C'est difficile, il y a beaucoup d'interlocuteurs, pas toujours très bien identifiés. Donc, il faut se manifester. Et puis, si des bailleurs aujourd'hui sont déjà en capacité de déposer leurs documents, on a eu des informations de direction locale qui sont déjà en relation avec des bailleurs pour finaliser leur processus déclaratif, qui n'hésitent pas à le faire dès maintenant, dès que possible, pour que tout le monde gagne du temps et sécuriser les prises en charge pour la prochaine TF, donc taxe foncière 2025. Les avis sortent en septembre 2025, mais le travail de saisie, c'est la situation au 1er janvier 2025 qui est taxée. Le travail de saisie s'achève très tôt dans l'année, au premier trimestre 2025. Les fichiers constitutifs des avis de taxe foncière sont figés à cette date-là, fin du premier trimestre. Et ensuite, il y a toute une chaîne de relations. On a fini la relation avec le redevable, si vous voulez. Après, il y a toute la chaîne fiscalité locale, agrégat, DGCL, préfecture, vote des budgets des collectivités, etc. Ça prend plusieurs mois après pour arriver à la taxation. Mais la partie redevable, elle s'achève quasiment fin du premier trimestre de l'année de taxation. Ouais. Donc, je voulais dire assez rapidement ces choses-là. C'est un dispositif qui est connu des directions, parce que comme vous le disiez, M. Ancelin, c'est un dispositif qui a plus de 20 ans, qui en année zéro est toujours, en première année de renouvellement de zonage est toujours un petit peu délicat, parce que les informations arrivent tardivement, mais bon, tout le monde est mobilisé. Et je dois dire que le webinaire que vous avez organisé à la NCT et les contacts qu'on a pu nouer depuis quelques mois sont très intéressants, parce que ça donne de la visibilité à tout le monde. Et de pouvoir parler aux bailleurs aujourd'hui et aux collectivités locales du dispositif, c'est une excellente chose. Je vous en remercie également. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Peut-être des questions. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Je crois qu'on ne trouve pas votre collègue. D'accord. Ouais, elle nous dit qu'elle n'arrive pas à modifier la vignette. Elle ne peut pas lever la main? Qu'elle nous donne exactement comment écrire la vignette, parce qu'on ne trouve pas en tapant le bureau. Sinon, on a une A.Maillet. Mais non, c'est pas. C'est Millet, Bon, écoutez. Non, elle nous dit que c'est un problème de connexion. Écoutez, on va continuer. Donc, Anne-Cécile Millet, c'est l'adjointe au chef de bureau, Marina Fage. Donc, on travaille. C'est notre chef adjointe. Un grand merci à vous aussi de votre mobilisation et des échanges qu'on a pu avoir cette année. On va passer aux questions-réponses. Merci à tous aussi de votre attention. Et puis, si on arrive à l'identifier, on vous passera la parole dans la demi-heure qui arrive. Donc, je crois que ça vient à Tassadit. Oui. Donc, on a dû avoir... Nous avons de nombreuses questions. Je vais essayer de les rassembler un peu pour vous apporter des réponses les plus précises possibles. Donc, tout d'abord, vous avez des questions autour, quand même, on va partir du démarrage du contrat de ville. Il y a une question, si nous n'avons pas de contrat de ville avant le 31 décembre et leur annexe, que peut faire le bailleur pour avoir l'ouverture de ses droits à l'abattement TFPB? D'après nos informations, cette occurrence ne se produira que dans un seul lieu, voilà, qu'on ne nommera pas. Mais donc, la plupart des contrats de ville, normalement, seront signés au 31 décembre. Donc, il faut partir vraiment de cette idée-là et que tous les partenaires se mobilisent pour que les contrats de ville soient signés au 31 décembre 2024.
parce que je rappelle qu'en loi de finances, on n'a prévu aucune disposition en métropole qui prévoirait ce cas. Voilà, et ce n'est pas parce qu'on est négligent, mais parce qu'on estime que l'écriture au 31 mars 2024 était déjà suffisante. Peut-être pour donner des éléments, aujourd'hui, à date où on se parle, il y a 334 contrats de ville à signer en métropole. Et au moment où là on se parle, plus de 90% sont signés. Et on a des dates de signature, comme l'indiquait Mathieu, pour 333 contrats de ville. On a une situation particulière, mais qui se traitera particulièrement. Alors, la difficulté, c'est qu'on a des contrats de ville qui vont, pour certains, être signés très tardivement. Je rappelle que la circulaire du 4 janvier mentionnait qu'il devait être signé avant fin mars. Le sujet, c'est que là où le contrat de ville va être signé début décembre, ça veut dire qu'il faut vous assurer de négocier et de discuter concomitamment le contrat de ville et la convention d'abattement. La convention d'abattement est, de par la disposition fiscale et l'écriture législative, une annexe du contrat de ville. Je dis publiquement que le terme d'annexe me paraissait un peu péjoratif. Enfin, voilà, je préfère parler de convention d'application, mais en tout cas, juridiquement, ça veut dire qu'il faut que le contrat de ville soit signé pour que vous puissiez signer les conventions d'abattement. Donc, dans je ne sais plus, on a une vingtaine de contrats de ville qui vont être signés au mois de décembre. On les a identifiés, les dates de signature sont identifiées, donc ça veut dire que dans ces 20 territoires, il faut signer, négocier et signer les conventions d'abattement dans le même délai, c'est-à-dire le faire non pas de façon succédanée, mais concomitante. Voilà. Donc ça rajoute de la pression, on en a bien conscience, mais voilà, on rappelle que les contrats de ville devaient être signés au 31 mars. Après, on sait, voilà, en fait, les contrats de ville qui vont être signés très tardivement, c'est parce que dans un certain nombre de territoires, les EPCI ont souhaité que chaque commune membre de l'EPCI qui avait une commune QPV ait délibéré préalablement pour délibérer ensuite au niveau de l'EPCI, ce qui n'est juridiquement pas une obligation légale, hein, puisque le contrat de ville est signé entre l'État et l'EPCI compétent, sauf s'il y a une seule commune qui est concernée, auquel cas il est signé directement avec la commune, mais s'il y a plusieurs communes QPV, le contrat de ville est signé par l'État et le PCI. Encore une fois, un certain nombre de PCI ont fait le choix, dans le cadre de leur gouvernance locale, d'attendre les délibérations de chaque commune membre concernée, sans aucun jugement de valeur de ma part, ça ressort de la libre administration et j'y tiens beaucoup, et ça ressort d'un choix de gouvernance locale dans le cadre du bloc local et de la façon dont le PCI choisit d'animer la compétence politique de la ville. Donc, encore une fois, aucun jugement de valeur de notre part là-dessus. Simplement, en termes de délai, effectivement, c'est une contrainte. Donc, maintenant, la conséquence de ce choix, c'est nécessairement de signer les conventions d'abattement en même temps. Voilà. Il ne faut pas, au moment où on se parle, il ne faut pas envisager d'autres options. Là, on a d'autres types de questions qui sont plutôt liées à la signature des conventions d'abattement de la taxe foncière pour les propriétés bâties. Alors, dans le cas de la déclinaison des conventions, est-il envisageable de signer une convention pour une commune et une partie du patrimoine du bailleur uniquement? Signature pour une adresse et pas pour une autre? Merci. Après, vous avez une autre question qui est plutôt liée au contexte électoral en 2026. Est-ce que les conventions peuvent être signées pour 2 ans, que pour 2 ans?
Enfin, nous sur la question de la durée, peut-être, peut-être se projeter dans de la longue durée. Hein. Après, ce qu'on vous a indiqué, c'est que c'est important d'avoir aussi des points de rendez-vous annuels réguliers, ce qui permet effectivement, lors du point annuel, de faire un bilan d'action menées et éventuellement d'ajuster le programme d'action. Voilà. Donc, en fait, objectivement, je pense qu'il est plutôt à privilégier d'inscrire dans la durée et d'ajuster dans le temps plutôt que de se faire une grosse pression en 2026 sur le sujet. Le dispositif permet d'ajuster les plans d'action pour justement prendre en compte les fonctions diagnostiques derrière. Sur le fait de faire pour un immeuble, je sais pas que pour un immeuble, ou pas pour une partie. C'est une question qu'on avait eue, nous, à l'USH, dans la période passée, où vous aviez des bailleurs qui estimaient, je ne sais plus exactement le détail, mais que sur certains groupes d'immeubles, il n'y avait pas besoin d'actions supplémentaires et donc d'abattement de TFPB, et par contre, sur d'autres, c'était nécessaire. Et donc, ils voulaient s'engager voilà, juste à hauteur de la taxe foncière des immeubles sur lesquels il y avait des besoins. Donc, nous, juridiquement, on n'avait pas vu d'obstacle à ça. Hein. Il suffit que, justement, dans la déclaration dont parlait la DGFiP tout à l'heure, ils ne déclarent que les immeubles sur lesquels ils s'engagent. Pris comme ça, oui, je dirais. Hein. Par contre, là où ce serait un peu plus problématique, c'est si il y a deux immeubles qui ont des besoins du même bailleur et signés de manière non concomitante pour le même bailleur, parce qu'on ne serait pas prêt sur le deuxième immeuble. Là, ce serait plus problématique. Mais si effectivement il n'y a pas de besoin parce qu'il n'y a pas de surcoût en fait dans ces immeubles, dans une partie du parc. Du bailleur, bah oui, effectivement, dans ces cas-là, c'est une partie du parc du bailleur qui sera conventionnée. Sachant que les moyens sont mutualisables. Hein. En fait, on peut, sur un QPV entier, dire bah, on a une somme et on peut la flécher sur tel ou tel immeuble parce que les besoins sont là. Donc, on n'est pas, évidemment, enfin, vous l'avez tous en tête, hein, on est obligé de flécher les moyens de l'immeuble A sur l'immeuble A et de l'immeuble B sur l'immeuble B. Et cette capacité, justement, de mutualiser les ressources, c'est quand même assez intéressant. Donc, je pense qu'avant de restreindre le périmètre, il faut se poser les bonnes questions de qu'est-ce qu'on a besoin de faire sur le quartier et comment on le fait. Et après, s'il n'y a apparemment pas d'autres options, on peut procéder à ce qui est évoqué. Mais je pense qu'il faut, une fois qu'on a la chance d'avoir des ressources, il faut s'en saisir. Oui. Peut-être parce que justement, c'est un point dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que les réponses, que ce soit sur la durée des conventions ou sur la question de la localisation, montrent bien qu'il y a une grande souplesse. Ça a été dit dans le diaporama. Vous pouvez faire une convention par commune, par bailleur, comme vous pouvez faire une convention interco, interbailleur. Donc, et la durée, ça a été dit par Thierry. Nous, on vous invite à travailler plutôt à vous inscrire dans une stratégie dans la durée, ne serait-ce que parce qu'en termes d'ingénierie et d'animation, signer une convention de cette nature-là pour 2 ans, c'est quand même assez lourd, mais on sait qu'il y a l'échéance de 2026. On prévoit dans le cadre des contrats de ville un bilan à mi-mandat des contrats de ville à mi. Donc ça tombe bien parce que du coup ça tombe en 2027 et ça permettra justement de tenir compte d'éventuelles nouvelles orientations municipales, et peut-être qu'il faut d'abord le prendre dans ce cadre-là, c'est-à-dire que s'il doit y avoir une révision de la stratégie territoriale, ça s'inscrit d'abord dans un avenant, tout simplement, hein, au contrat de ville. Et après, c'est plutôt une adaptation des plans d'action. Effectivement, il faut distinguer peut-être les questions de stratégie qu'on pas quand même. De notre point de vue, encore une fois, une autre équipe municipale, elle peut avoir une autre vision et elle peut avoir une autre stratégie. Ça, c'est prévu dans le cadre de la gouvernance des contrats de ville. Après, encore une fois, les plans d'action, on a vocation à être sur des outils qui sont beaucoup plus souples. Je rebondis juste sur la question de l'interbailleur parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Alors, on sait bien que c'est peut-être qu'à 2 mois de l'échéance, c'est un petit peu compliqué d'avoir cette ambition. Mais encore une fois, là, vous allez signer des conventions. Ça n'empêche, les plans d'action, ils vont se construire ensuite ils vont évoluer au fur et à mesure de la durée des conventions d'abattement sur certains sujets. Et vous le verrez hein, dans les documents qui sont mis à disposition, on insiste beaucoup sur le fait d'essayer de construire autant que possible sur certains sujets des questions interbailleurs là où ça s'y prête.
vous avez des QPV où il y a un seul bailleur, évidemment, il n'y a pas de sujet, mais sur d'autres sujets comme les questions de traitement des déchets ou sur les questions de tranquillité publique, bon, on voit bien qu'il y a quand même un intérêt à essayer de trouver des réponses interbailleurs et que chacun ne fasse pas juste dans son coin, sur son immeuble ou son groupe d'immeubles, pour des problématiques qui dépassent le périmètre géographique. Voilà. Donc, vous me posez une question sur est-ce qu'on peut pointer à l'immeuble? Oui. Bon, nous, on aurait tendance, sur certains sujets, encore une fois, à essayer de construire des actions justement qui soient bien à l'échelle des enjeux auxquels on essaie de répondre. Mais encore une fois, tout dépend de la configuration aussi locale. Il y a des QPV où bon, il y a un seul bailleur, le sujet ne se pose pas. Une question, si nous n'avons pas de convention au 31 décembre 2024 du report de signature des contrats de ville, il n'y aura pas d'abattement pour les bailleurs. Alors, il n'y a pas de délai de report de signature des contrats de ville. Enfin, je le dis très clairement et je vais le dire encore plus clairement. Il y avait dans la circulaire de début janvier 2024 une dérogation sur l'utilisation des crédits déconcentrés du programme 147 de la politique de la ville, pour pouvoir faire la programmation locale dans l'attente de la signature des contrats de ville. C'était une dérogation temporaire. S'il n'y a pas de signature des contrats de ville, non seulement il n'y a pas de convention d'abattement, mais il n'y a plus de crédit, il n'y a plus de crédit déconcentré. Peut-être pour rebondir, parce que comme la question elle est récurrente sur les contrats de ville, je perçois peut-être que certains bailleurs peut-être ne sont pas complètement au fait des calendriers de signature et peut-être des stratégies. Voilà, donc n'hésitez pas à votre choix de contacter soit la préfecture, parce qu'il y a souvent un sous-préfet référent en matière de politique de la ville, soit le PCI fiscalité propre, pour voir un peu où ils en sont, comment ils comptent vous associer à la réflexion, en rappelant effectivement que que tout le monde a un intérêt collectif à être aussi partenarial, à la fois sur la vie quotidienne en matière de politique de la ville, mais aussi sur l'abattement TFPB. Et effectivement, comme le rappelait Corinne, nous, à notre connaissance, il y a très très peu de situations qui ne seront pas réglées au 31 décembre. Très concrètement, nous, on a des dates de signature sur les 334 EPCI concernés. Il y en a un pour lesquels il n'y aura pas de signature, on le sait, mais pour d'autres, enfin voilà. Mais il y a des dates de signature pour tous les EPCI du territoire métropolitain. Donc effectivement, si vous n'avez pas de date de signature claire, on vous invite à interroger l'EPCI ou à interroger les correspondants du côté de l'État. Une question qui est liée. Si les conventions, elles sont adoptées, les conventions d'abattement TFPB sont adoptées en conseil municipal et en conseil communautaire, mais elles ne sont pas signées pour des raisons de délai de circulation des documents, est-ce qu'elles sont valables au 31 décembre? Alors, vous savez que pour une délibération, pour qu'elle soit exécutoire, il faut qu'elle soit transmise à la préfecture, voilà. Donc ça, c'est un premier aspect, mais voilà, dès lors qu'il y a une délibération, l'intention des parties est parfaitement claire. Donc voilà, si c'est simplement une question un peu administrative qui a son importance, mais que l'intention est claire, voilà, c'est pas gravissime. Il faut juste que tous les acteurs se mobilisent de tous côtés pour que ces petits éléments de souplesse que nous vivons tous au quotidien soient réduits, le délai soit le plus réduit, voilà, circonscrit en termes de délai, et que ça ne prenne pas un mois et demi, voilà, dans la signature. Mais après, je suis conscient, par exemple, qu'au mois de janvier, il y a des vœux à organiser et que ça peut percuter un autre élément de communication autour de la signature de ces conventions d'abattement. Voilà. Voilà, exactement, on marche des vœux. Voilà. Une question, enfin, il y a plusieurs questions qui sont autour du programme d'action. En fait, sur est-ce que le programme doit être très précis ou il peut être reprécisé l'année qui suivra?
qu'il y ait un détail sur la précision du programme d'action. C'est si au moment de la signature, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un programme d'action très précis? Bon, là, c'est vrai qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps et que l'enjeu, c'est vraiment de s'assurer que les fondamentaux qui sont prévus dans le Code général des impôts, signature du contrat de lease, signature des conventions d'abattement, soient vraiment en tout cas réalisé. Après, si le programme d'action n'est pas complètement finalisé, qu'on est plutôt dans des intentions, des orientations, des priorités d'action, plus qu'un programme d'action bien défini, ça pourra être fait début 2025. Il ne faut pas que ce soit un frein. Est-ce que c'est un programme d'action annuel ou pluriannuel? Ah, ça, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Thierry Asselin, c'est qu'on est dans une stratégie pluriannuelle et que donc on se fixe des objectifs qui probablement ne seront peut-être pas atteints à l'année, donc stratégie pluriannuelle et programme d'action qui, de toute façon, pluriannuel, puisqu'il y aura un bilan annuel. Voilà, s'ils sont en capacité, là, d'ici fin décembre, à pouvoir définir des programmes d'action pluriannuels, tant mieux. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est de prévoir justement la gouvernance du dispositif. Il faut se dire il faut qu'on se voit régulièrement, minimum tous les ans. Et à l'occasion du rendez-vous annuel, on peut évidemment ajuster le programme d'action. Donc, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de se mettre d'accord sur les axes, les objectifs. Si on a des éléments de programme d'action pour la première année, tant mieux, mais surtout, on se dit on va se voir à telle date, et à cette occasion, on tirera le bilan des actions menées et on ajustera pour le programme d'action. Encore, c'est pas un acte notarié non plus, le programme de TFPB. C'est pour se mettre d'accord sur les orientations et permettre justement à activer le dispositif. Peut-être rappeler que l'abattement TFPB peut avoir, c'est un choix local, une comitologie ad hoc. Ça peut s'inscrire dans une autre comitologie déjà existante. C'est vraiment un choix local, c'est la souplesse qui est donnée. Je dirais que du point de vue de l'ANCT et de la DGCL, ce qu'on a demandé, c'est qu'il y ait à un moment un point de jonction, c'est-à-dire qu'à l'occasion du comité annuel qui fait le point sur le contrat de ville, on rende compte finalement des moyens de droit commun et notamment de l'abattement TFPB et finalement voilà, des actions qui sont mises en œuvre. Donc tout ça s'organise voilà, dans l'année et peut, au fil des années, je dirais, se perfectionner en termes de calendrier. C'est vrai qu'en 2025, ce ne sera pas voilà, complètement la même chose qu'en 2026, où il y a des élections municipales, et qu'en 2027. Voilà. Mais il y a vraiment, il peut y avoir une comitologie ad hoc, comme il y a une comitologie sur la politique de la ville, comme il y a une comitologie sur d'autres éléments qui peuvent être sur la vie quotidienne des quartiers. Et peut-être j'insiste, c'est pas tant une question de comitologie que d'outils, mais moi je remercie l'USH pour l'outil Quartier Plus qui a été déployé et qui a été déployé. Alors gratuitement non, parce qu'il n'y a jamais rien de gratuit, mais en tout cas qui est mis à disposition gratuitement de l'ensemble des acteurs, parce que justement ça permet aussi de suivre, d'avoir un outil partagé de travail et qu'au-delà de la gouvernance, ou une fois par an ou 2 fois par an, ça permet aux acteurs de terrain de pouvoir travailler ensemble. Je pense aux chefs de projet DSU qu'il peut y avoir chez les bailleurs, avec les chefs de projet politique de la ville, les délégués du préfet. Enfin, au-delà de la gouvernance, on va dire, exécutive des conventions. Beaucoup de questions sur la taxe, le montant de la taxe inscrite dans la convention initiale, comment elle doit être recalculée chaque année et est-ce qu'elle est figée pour toute la durée de la convention? Nos collègues de la DGFiP, peut-être sur ce point très précis. Oui, donc Rémi Thomasena pour la DGFiP. L'abattement, c'est un abattement sur la base imposable de l'année. Donc, la base imposable, elle évolue tous les ans par des coefficients, donc, sur le logement d'habitation, des coefficients qui sont votés en loi de finances de revalorisation annuelle. Donc, du coup, le montant n'est pas figé, il bouge un petit peu. Et l'abattement, donc, il s'applique sur la base imposable et il produit des effets sur la cotisation. Et donc, du coup, la somme à payer, c'est la base imposable fois le taux voté par les collectivités. Donc, les taux votés, communes et intercommunalités, elles peuvent les faire évoluer, ça arrive quand même assez fréquemment. Donc, ça, c'était pour l'aspect sur les montants. Donc, c'est pas figé. Après, l'ordre de grandeur, on peut imaginer un coefficient d'évolution. Enfin, on va pouvoir faire un petit peu de simulation là-dessus. Je garde un petit peu la parole, du coup, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des questions sur le fichier dont je parlais et sur les dates de dépôt des déclarations, si vous le permettez.
Oui, bien sûr. Sur le fichier du coup qu'on a testé, hein, alors dans notre monde idéal, on aimerait avoir un fichier unique par bailleur et par département. Donc ce fichier, il comportera une ligne par logement avec des références fiscales, donc l'identifiant fiscal du logement. Et donc, en fait, il est nativement accessible aux bailleurs dans leur espace, leur portail impôt.gouv sur l'espace GMBI. C'est pour ça qu'on a retenu cette option. Donc, du coup, normalement, le travail de collationnement pour les bailleurs à ce niveau-là, c'est plutôt d'extourner de la déclaration de patrimoine tout ce qui n'est pas rattaché à un QPV pour lesquels un quartier de ville, un contrat de ville et une convention ont été signés avant le 31/12/2024. C'est ça l'état du droit aujourd'hui. Donc, j'insiste sur la convention. Il faut qu'elle soit signée avant le 31/12/2024. Donc, du coup, dans l'idéal, on aimerait avoir un fichier par bailleur et par département, parce que nous, c'est notre organisation de gestion. Alors, je comprends aussi qu'il y a des bailleurs qui interviennent sur plusieurs QPV, qui ont plusieurs contrats de ville et plusieurs conventions. Donc, selon les dates de signature, les bailleurs, j'imagine, voudront échelonner. Moi, je les invite à faire ça aussi, parce que échelonner leur demande d'exonération pour qu'on puisse aussi, mes services puissent instruire les demandes. À un moment, il faut vérifier que les conditions juridiques sont bien validées et puis qu'on prenne un peu d'avance sur les traitements informatiques. Il y a des questions aussi sur les délais de transmission. Donc, le CGI dit bien que la demande d'exonération avec toutes ces pièces justificatives doit être déposée aux finances publiques avant le 31/12/2024. Bon, si ça déborde un petit peu, je pense que c'est faisable de prendre en charge. Nous, on a des questions de campagne informatique, de campagne fiscale et de date palier, indépendamment du droit, qui sont incontournables. Donc là, ça veut dire que quand je vous disais qu'il fallait qu'on ait saisi nos informations avant la fin du premier trimestre, ça, c'est pas du droit, mais sinon, on passe c'est de l'aspect pratique et opérationnel. Après, on passera dans des dispositifs de dégrèvement, donc autant éviter tout ça. Du coup, s'il y a du retard, effectivement, ou des dépôts qui sont envisagés tardivement fin décembre ou tout début janvier, moi, j'invite les bailleurs à prendre contact avec les directions départementales et dès maintenant pour se signaler, puis pour dire, voilà, sur tel quartier de ville, on signera à telle période, sur celui-ci, ma déclaration est prête, etc. etc. Je ne sais pas si je suis clair, mais il faut surtout se signaler auprès des services locaux de la DGFiP pour que le cas soit identifié et que nos collègues puissent prendre des mesures un peu d'accompagnement et d'information. Visiblement, ce qui est demandé, c'est les collègues au niveau local ont du mal à identifier leur interlocuteur DGFiP. Est-ce que vous avez un fichier ou Il y a un annuaire des services publics, normalement. Après, on pourra vous donner à la NCT peut-être ou à l'USH des interlocuteurs dédiés. On le fera. C'est plutôt des boîtes à lettres fonctionnelles, parce que voilà, c'est pas forcément des services. Voilà. Il y a le service des impôts fonciers dans chaque département. Il y a un service départemental des impôts fonciers dans quasiment la totalité des départements. Donc là, il y a une boîte mail fonctionnelle et vous pouvez écrire là. Et puis il y a une direction départementale ou régionale des finances publiques qui est peut-être le bon niveau là pour piloter, qui pilote ce type d'opération et qui sera le bon niveau pour vous répondre. Mais on communiquera une liste de points de contact. Merci beaucoup. Merci. Là, je vais relever des questions, plutôt tout des plans d'action aussi. Alors, pouvez-vous confirmer que le programme d'action peut être établi début 2025 après la signature de la convention? Donc ça, oui. Une action portée par un acteur associatif peut-elle être cofinancée par les crédits du BOP 147 et un bailleur social au titre des crédits d'abattement TFPB? Oui. C'est pas interdit. En tant que ça répond à ce que tu as dit, qui vous donne bien cela sur le fait que c'est dans le champ de compétences des bailleurs et qu'on ne détourne pas le camp public, que ça répond à des points partagés. Tout à l'heure, vous avez évoqué des exemples d'actions inéligibles.
on vous demande si vous avez des exemples d'actions qui ne rentreraient pas en compte. Je vais lui en donner un. On avait prévu avec Céline de donner des exemples sur les deux difficultés juridiques. Après, je me dis peut-être que donner un mauvais exemple, c'était peut-être pas l'esprit de ce webinaire. Non, on a eu des demandes, par exemple, de financer la rémunération d'un agent de la collectivité par le bailleur social. Typiquement, et là, on est dans le cadre qu'on a évoqué, hein, on est sur des fonds propres de l'organisme qui doivent relever de son champ de compétences. À aucun moment, on va pouvoir mobiliser ces fonds propres pour concourir à la rémunération d'un agent de la collectivité. Je peux donner un autre exemple peut-être un peu moins caricatural. On va avoir dans les collectivités des programmes de construction, d'équipements publics, d'équipements locaux d'intérêt général, qui sont peut-être pas situés dans le périmètre du parc social et de la QPV. Difficile pour l'organisme HLM d'intervenir, même au titre d'une comaîtrise d'ouvrage sur ce type d'équipement, là où il n'aurait absolument aucun intérêt par rapport à l'amélioration du cadre de vie des habitants en QPV. Donc, c'est vraiment le lien avec le périmètre. Dès qu'on sort un petit peu du périmètre géographique, et même si on peut faire des choses à l'échelle du territoire sur des problématiques interbailleurs, il faut rester quand même dans ce spectre de compétences. Et voilà, c'est assez à la marge, hein, les demandes qu'on va avoir autour de choses qui sont complètement inéligibles, mais ça peut arriver. C'est un exemple. Des financements hors compétence de l'organisme, ça, c'est pas possible. Une question. Les actions d'accompagnement des organismes représentant les locataires peuvent-elles être financées par la TFPB? Ça va être un peu dans la même logique que vient de porter Benoît, hein, c'est qu'il faut que ce soit en lien avec voilà, en quoi est-ce que ça correspond finalement aux objectifs et aux besoins qui ont été définis. Et si à ce moment-là, le soutien d'une association de locataires, parce qu'elle va porter un projet particulier qui répond à des besoins, à ce moment-là, oui, c'est possible. En fait, c'est la question de la contextualisation et des modalités d'intervention. Voilà, c'est vraiment là-dessus qu'il faut réfléchir les sujets à chaque fois. Est-ce qu'on peut utiliser... je me rappelle là-dessus, parce que je pense qu'on a plusieurs sujets quand même sur l'objet, plusieurs questions, pardon. L'article du Code fiscal, on ne l'a pas rappelé, mais on pourra peut-être le compléter là dans le diaporama, mais l'article du Code général des impôts, il est clair sur le fait que ça a vocation, j'ai plus la rédaction exacte, mais à améliorer le cadre de vie des habitants. Pardon ? La qualité de service rendu. La qualité de service rendu aux habitants. Donc, le sujet, c'est quand même bien, est-ce que ça participe à l'amélioration de la qualité de service rendu aux habitants ? Je pense que c'est quand même toujours, c'est toujours ça qu'il faut garder en tête. Est-ce qu'on se situe bien dans ce cadre-là ? En l'occurrence, une action portée par une amicale de locataires peut parfaitement potentiellement entrer dans ce cadre. Si c'est, excusez-moi, je vais peut-être le dire de mon côté, si c'est pour financer l'amicale de locataires pour son fonctionnement, c'est pas de l'ordre voilà, comme une subvention de fonctionnement à l'amicale pour le fait qu'elle existe. C'est pas de l'ordre de l'amélioration du service rendu, voilà, et de l'amélioration du cadre de vie des habitants. C'est pas, de mon point de vue, on rentre pas dans ce cadre-là. Non, c'est clairement pas une dépense qui serait valorisable, puisqu'on n'arrive pas à la rattacher aussi au champ d'intervention de l'organisme. Hein. Il y a ce double degré que vous avez bien évoqué, hein, c'est améliorer la qualité du service rendu aux habitants, articulé avec la capacité d'intervention du bailleur. Alors, on pourra faire rentrer certaines actions, mais sans doute pas d'autres dans les dépenses valorisables. Nous avons encore plein de questions. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'il y a une question de l'Outre-mer. Alors, éventuellement, les questions auxquelles on n'aurait pas le temps de répondre,
On les enregistre et puis on verra pour pouvoir adresser des éléments complémentaires ou dans. Enfin, oui, alors sur ce point, peut-être du côté USH et pour les organismes HLM, vous pouvez solliciter nos services par les espaces qui vont bien à la direction des politiques sociales, mais aussi à la direction juridique et fiscale, où on a un guichet qui permet de répondre à ces questions. Alors, celles qui se poseraient juste à l'issue de ce webinaire ou qui n'aurait pas été résolu pendant et peut-être après, bien entendu. Une petite précision, il est marqué pour le réseau État et pour les bailleurs sociaux, mais bien évidemment, les collectivités qui participent peuvent nous adresser leurs questions. On peut peut-être prendre une dernière question. Oui, bien sûr. Non, c'était juste pour rassurer tout le monde sur le fait que si nous n'avons pas répondu à tout, on s'efforcera de le faire par la suite. Peut-être la dernière question qu'on va prendre, c'est pour rassurer les territoires ultramarins. Oui. C'est vraiment de rappeler le calendrier, c'est-à-dire en termes de signature, quand la GO elle va être arrêtée fin de l'année, la signature des contrats de ville l'année prochaine, donc à quel moment ils doivent travailler sur la convention TFPB. D'accord. Alors, j'ai trop de mémoire, mais en tout cas, la géographie, effectivement, au 1er janvier 2025 sera applicable en Outre-mer. Ensuite, sur les contrats de ville, il y a au moins une partie de l'année 2025 qui sera consacrée à la rédaction de ces contrats de ville. Et de toute manière, dans le projet de loi de finances de 2025, nous avons prévu que la convention d'abattement TFPB sera valable toute l'année 2025. Donc, il n'y a pas de préoccupation à avoir, il n'y aura pas de convention à signer en Outre-mer en 2025, ou du moins qui ne sera pas applicable en 2025. Il faudra d'ici à la fin de l'année 2025, donc négocier après la signature du contrat de ville, d'ici à la fin de l'année, avoir signé la convention pour une application l'année suivante. Voilà, donc voilà le calendrier. Je dirais que la convention, elle s'applique, la convention actuelle, sauf si elle est dénoncée, mais c'est peu probable, s'applique comme actuellement. Donc, un an, voilà, pour nous. Je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire, il est 13h07. Nous vous remercions toutes et tous pour votre participation. Comme on vous l'a indiqué, si vous avez encore des questions en suspens, vous pourrez les adresser aux 2 adresses mail indiquées dans le chat. Ne vous inquiétez pas, on se parle, donc on coordonnera nos réponses. Et si toutefois nous n'avons pas répondu à certaines questions qui étaient déjà dans le chat, parce qu'il y a eu de très 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 nombreuses questions, on répondra pareillement ultérieurement. Et encore un grand merci à nos intervenants, donc l'USH, la DGCL, la DGFIP et les collègues de l'ANCT. Et donc nous vous souhaitons une très bonne journée et on vous dit à bientôt. Au revoir. À bientôt et bon courage à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.